Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des 4 différents types de blockchain qui existent. Oui, 4. Je pense que beaucoup de personnes connaissent un seul type, les blockchains de type public, Bitcoin, Ethereum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, énormément de blockchains sont développées à titre privé, semi-privé ou via des consortiums. Il faut bien comprendre que beaucoup d'applications autour de la blockchain n'ont absolument pas vocation à être du domaine public. Beaucoup de projets se développent via le domaine public et on va vite voir, d'accord, au fil de cette vidéo qu'en fait, plein de projets n'ont absolument aucun intérêt à être publics. On va voir ça tout de suite aujourd'hui. Alors, blockchain publique, je pense que celle-là, vous la connaissez tous, elle est ouverte à tous, n'importe qui peut être un nœud sur le réseau, peut être un validateur, peut être un mineur, d'accord. Toutes les blockchains, il faut bien comprendre qu'elles ont toutes en point commun un consensus, elles sont toutes décentralisées et elles vont toutes utiliser le protocole de communication pair à pair ou peer-to-peer en anglais. Ça, elles l'ont tout en commun. Mais par contre, ce qui va être différent, ça va être les règles et qui va pouvoir justement utiliser la blockchain, qui va pouvoir être un validateur ou être un nœud dans justement le réseau. Donc sur une blockchain publique, tout est ouvert. N'importe qui peut être un nœud. Moi, je veux être un validateur sur le réseau Bitcoin. J'installe le Bitcoin Core. Je peux télécharger l'intégralité de la blockchain. Une fois que je l'ai, je pourrai recevoir des transactions, les valider, les envoyer aux mineurs qui vont justement les mettre dans des blocs pour les sécuriser. Voilà, ça, tout le monde peut le faire dans un domaine public. Quels sont justement les problèmes également? C'est la vie privée. Aujourd'hui, moi, je suis un commerçant, par exemple, je accepte des paiements en Bitcoin. N'importe qui, voire même mon concurrent, s'il a accès à mon porte-monnaie, il peut voir tout l'argent ou toutes les ventes que j'effectue et tous les mouvements de fonds. Donc est-ce que ça a vocation à être public? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous, si vous aviez un business, vous aimeriez que vos concurrents soient capables d'avoir vos livres de compte. Je ne pense pas. Malheureusement, via une blockchain publique et via par exemple le Bitcoin, rien n'est transparent. Alors après, à contrario, il y a Monero par exemple, où là pour le coup tout est masqué, mais c'est beaucoup trop masqué justement. Parce qu'imaginons, je suis un commerce, je reçois de l'argent, je ne sais même pas qui m'a envoyé de l'argent, et donc je ne suis même pas capable de pouvoir par exemple le rembourser s'il y a eu un litige. Comment je fais? Avec Monero, c'est quasiment impossible. D'accord? Donc, il y a par exemple Bitcoin qui est beaucoup trop public, Monero qui est beaucoup trop privé. Il faudrait trouver un juste milieu, ou alors, tout simplement, est-ce que certains cas d'utilisation ne devraient pas être du domaine public, et est-ce que d'autres, au contraire, ont vraiment vocation à être domaine public? Ça, il faut bien y réfléchir, justement, quand vous allez investir dans un projet. Est-ce que, justement, il y a un intérêt pour une entreprise qui soit privée ou publique? Donc, je sais que beaucoup de personnes aimeraient que tout soit public, d'accord? Mais, comme je le dis souvent, on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord? Les entreprises, très souvent, d'accord, elles ont des secrets, elles veulent certainement pas savoir comment beaucoup de choses se passent, parce que justement, très souvent, les entreprises ont beaucoup de succès parce qu'elles développent beaucoup de choses en privé. Il faut bien comprendre que la vie privée pour vous ou même pour une entreprise, c'est très important. Donc, est-ce qu'elles vont toutes vouloir développer sur Ethereum? Je ne pense pas. Voilà pour les blockchains publiques. Qu'est-ce qu'il y a également comme problème? Les coûts. Les coûts, ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui d'arriver à un consensus sur une blockchain publique parce qu'il y a énormément en fait de concurrence. Et aujourd'hui, ça coûte très cher d'arriver à un consensus. Également, les nœuds, on ne peut pas contrôler qui valide. Donc ça peut être bien comme ça peut être pas bien, car on ne sait pas qui valide tout simplement. Et également, en fait, d'un point de vue vie privée et protection, donc j'ai pu dire justement les côtés négatifs, mais au contraire, une blockchain publique, c'est aussi une protection, par exemple pour nous en tant que consommateurs, parce qu'on a une garantie, par exemple avec Ethereum et les applications qui vont être dans la blockchain, que l'application que je vais utiliser ne va pas être modifiée du jour au lendemain, par exemple. Donc, il y a un pour et il y a un contre. Il y a des cas d'utilisation qui vont vraiment être adaptés au domaine public et d'autres qui ne le seront absolument pas. Ensuite, blockchain privée. Elle porte bien son nom, elle est privée, d'accord? Vous en avez sûrement jamais entendu parler, vous n'y avez pas accès, c'est normal, c'est une blockchain privée. Dans une blockchain de ce type-là, on peut changer les règles, revenir en arrière, modifier des entrées, etc. C'est une blockchain privée, elle est développée à titre privé, ça paraît logique qu'on soit capable de faire ce qu'on veut dessus.
On développe une blockchain privée, pourquoi? Pour utiliser la technologie, pour réduire les coûts en infrastructure, pour automatiser beaucoup d'actions, mais bien évidemment, il faut avoir un contrôle dessus. Je pense que c'est impensable aujourd'hui pour une entreprise, par exemple de logistique, de pouvoir utiliser une blockchain publique dans laquelle elle ne serait même pas capable en fait de corriger des erreurs qu'elle a pu commettre. C'est impensable, c'est impensable. Et donc une blockchain privée, c'est vraiment utile dans ce contexte-là. Ensuite, ils vont choisir bien évidemment les validateurs. Et c'est important, je pense, pour une entreprise qui va développer une technologie blockchain de savoir qui valide les transactions. Donc, ils vont pouvoir les choisir et imposer des restrictions, surtout en termes de performance, où on aura vraiment des nœuds qui sont hyper performants pour avoir une blockchain qui soit hyper rapide. Peu ou pas de frais. On a une blockchain privée, on peut appliquer les frais qu'on veut, voire même avoir aucun frais, ça ne pose aucun souci. Alors que sur une blockchain publique, aujourd'hui, avec les solutions qui existent actuellement, ça coûte cher. Ça coûte très cher et chaque transaction doit limite être payée. Est-ce qu'une entreprise a envie de payer à chaque fois qu'elle souhaite faire une transaction? Je ne pense pas. Et ensuite, vie privée. Alors là, pour le coup, il n'y a aucun souci. Vu que c'est complètement fermé et que les nœuds sont choisis, il n'y a aucun souci de vie privée. Il faut bien comprendre que beaucoup d'entreprises aujourd'hui développent chacun de leur côté des blockchains privées. On n'en a pas forcément entendu parler parce qu'elles sont privées, mais énormément d'entreprises très connues sont toutes en train justement de développer des blockchains privées parce qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à utiliser des blockchains du domaine public. Maintenant, on va passer aux blockchains semi-privées. Donc, c'est très simple. Semi-privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y aura une partie privée et une partie publique. Logique, vous me direz. Pour un peu mieux l'expliquer, on va comparer ça à un site web. Un site web, c'est exactement pareil. Il y a la partie visible et la partie invisible, j'ai envie de dire. Comme en développeur, on peut l'appeler le front-end et le back-end. D'accord? Par exemple, il y aura des développeurs qui vont uniquement travailler sur la partie visuelle du site, la partie que nous, on connaît, la partie orientée plus client, où là, tout est public. Et ensuite, le back-end, justement la partie que personne ne sait ce qui se passe derrière. D'accord? Il y a plein de trucs qui se font, on ne sait pas quoi. C'est exactement ça en fait une blockchain semi-privée. Il y aura une partie qui va être privée et une partie qui va être publique. C'est extrêmement pratique, je pense, pour beaucoup d'entreprises qui n'ont peut-être pas envie d'avoir tout en public, qui vont vouloir justement développer une partie en public et une partie en privé. Et pour finir, les consortiums. Donc là, on va dire que c'est une blockchain publique, mais à la différence que les nœuds ne sont pas accessibles à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être un nœud sur le réseau et devenir un validateur. Pour être un nœud, il faut être juste sélectionné et très souvent répondre à beaucoup en fait de critères. Ça existe déjà, comme par exemple R3, pour ceux qui connaissent, donc c'est une banque, ou même le projet Hyperledger, pour ceux qui connaissent également. Donc il y a pas mal en fait de projets qui sont déjà sur des blockchains de type consortium, d'accord? C'est important, pourquoi? Parce qu'en fait c'est ouvert à tous et pas ouvert à tous, d'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est très important pour beaucoup d'entreprises de contrôler qui valide. Parce que ok, on peut avoir des blockchains publiques où c'est un peu le Far West, tout le monde peut valider, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. D'accord? Il y a beaucoup de problèmes. Il y a surtout les problèmes de l'attaque des 51%, que si une personne atteint une majorité de nœuds sur le réseau, il peut théoriquement faire beaucoup de choses. D'accord? Mais ça, j'ai déjà expliqué en fait dans une autre vidéo. Et ça, c'est quelque chose qu'une entreprise ne veut certainement pas qu'il arrive sur son réseau. Et donc, pouvoir contrôler les nœuds, c'est très important. Prenons l'exemple de Ripple, par exemple. Ripple, c'est un peu pareil. Alors, je ne sais pas si on peut réellement le mettre dans cette case-là, mais Ripple, on est bien conscient qu'aujourd'hui, pour être un nœud Ripple, n'importe qui peut être un nœud Ripple, mais n'importe qui ne peut pas valider des transactions sur le réseau Ripple. Donc, c'est un petit peu sur ce principe-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent avoir un gage de crédibilité, de fiabilité et de sécurité et même de rapidité. On ne peut pas avoir ça avec n'importe qui peut être un nœud. Il faut imposer en fait des restrictions. C'est obligatoire. Parce que si n'importe qui peut être un nœud, moi je peux monter un nœud tout pourri sur un serveur tout pourri, excusez-moi du terme, et ça va ralentir le réseau. Alors que si on peut contrôler les nœuds, qui est les nœuds avec beaucoup de restrictions au niveau de la bande passante, au niveau des serveurs, etc., on peut atteindre un niveau supérieur en termes de rapidité et même de sécurité vu qu'on sait qui sont les nœuds. Et ça c'est très important.
Donc voilà les 4 différents types de blockchain qui existent. J'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.